Chapitre 4 de Géographie, les États-Unis dans la mondialisation. Zoom sur le titre du chapitre pour le prendre en note, puis passe à la problématique. Problématique, quelle est la place des États-Unis dans la mondialisation et quelles sont les conséquences sur son territoire? Change de vignette pour aller vers la vue d'ensemble du début du grand 1. Zoom sur le titre et note-le dans ton cahier. Grand 1, une superpuissance au cœur des échanges mondiaux. Change de vignette pour voir une carte sur laquelle tu vas être amené à revenir à plusieurs reprises, qui te montre les éléments qui font la puissance des États-Unis. C'est une puissance économique, commerciale et financière, mais c'est aussi une puissance diplomatique et militaire, c'est ce que te montre la légende qui est en deux parties. Nous rajouterons dans ce grand 1 un troisième élément, qui est la puissance culturelle. Change de vignette pour arriver vers le titre du grand A, une puissance économique écrasante, mais concurrencée. Tu vas commencer par une étude de cas sur la puissance économique écrasante, mais donc concurrencée des États-Unis. 4 documents te sont proposés, un texte, un classement, 2 graphiques et une carte qui forment en fait un document avec un des graphiques évoqués. Tu as 6 questions, tu vas pouvoir y répondre et nous passerons en remettant le son à la correction. 6 questions étaient donc posées. La première question était la suivante. Première question doc 1, depuis combien de temps l'économie est-elle en croissance? Eh bien, c'est expliqué dès le début du doc 1, puisque l'on vous dit que cela fait une décennie que les États-Unis connaissent une croissance économique quasi ininterrompue. Deuxième question, document 1 toujours, quel problème rencontre aujourd'hui l'économie américaine? La question est posée au pluriel, mais il y a essentiellement une chose qui ressort, c'est la question de la guerre commerciale avec la Chine, lancée quasiment dès son arrivée au pouvoir par Donald Trump. Il y a aussi la question de tensions géopolitiques et le ralentissement de l'économie mondiale. Troisième question, document 2, quelle bourse mondiale connaît la plus forte capitalisation? Le document est très clair, c'est bien évidemment la bourse de New York, ou New York Stock Exchange, c'est pour ça que vous avez entre parenthèses NYSE, donc pour New York Stock Exchange, avec, tenez-vous bien, 21 877 milliards de dollars de capitalisation d'entreprise. Vous le voyez, les autres indices boursiers sont très loin derrière. Le deuxième, c'est encore un indice new-yorkais, c'est ce qu'on appelle le Nasdaq, c'est-à-dire l'indice des nouvelles technologies, avec 9 803 milliards de dollars de capitalisation. C'est donc tout à fait considérable. Les autres bourses sont très loin derrière. Quatrième question, toujours sur le document 2. Où se situent les bourses qui ont le plus progressé en 2017? Le document 2 te montre un graphique où tu peux voir que Hong Kong est la bourse qui a le plus progressé avec 36% de plus en 2017. Mais on trouve ensuite New York avec le Nasdaq, à nouveau une bourse asiatique bombée, encore New York avec donc le Dow Jones et Shanghai et Shenzhen. C'est-à-dire que les bourses qui progressent le plus en 2017, c'est d'un côté la bourse de New York, mais aussi donc les bourses asiatiques et notamment chinoises et indiennes. Cinquième question, document 3. Quelle est la place des États-Unis dans le classement des meilleures universités du monde? Les États-Unis trustent les premières places de ce classement. Cela signifie que sur les 10 premières universités du monde, il y a 8 universités américaines. Les deux autres, Cambridge et Oxford, sont donc des universités britanniques. Mais en tout cas, les meilleures universités du monde, d'après le classement de Shanghai, qui classe donc les meilleures universités tous les ans, les meilleures universités sont américaines. Question 6, documents 1, 2 et 4. Quel pays concurrence de plus en plus la domination économique américaine? Eh bien, tu l'as compris, dans le document numéro 1, c'est la Chine qui concurrence de plus en plus la domination économique américaine. Cela se voit donc aussi dans le document 2 avec les progrès effectués par les bourses chinoises, celles de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen. Et puis le classement des plus grandes entreprises du monde en 2018, ce qu'on appelle les FTN pour firmes transnationales. Si l'entreprise américaine de grande distribution Walmart est toujours très largement en tête, on trouve à la deuxième, à la troisième et à la quatrième place des entreprises chinoises, en l'occurrence State Grid, Sinopec Group et China National Petroleum. Donc vous avez une concurrence chinoise qui est de plus en plus rude et qui vient donc tailler des croupières à la puissance américaine. Changer de vignette pour la trace écrite. Les États-Unis sont la première puissance économique et financière mondiale. L'économie est en croissance depuis 10 ans et la bourse de New York représente un poids écrasant dans les capitalisations boursières mondiales.
La puissance de cette économie repose également sur des universités, qui forment des élites travaillant dans les plus grandes entreprises du monde. Mais donc, vous l'avez vu également, avant de changer de vignette, il y a une concurrence de plus en plus forte avec la Chine. Dans les faits, on le sait aujourd'hui, la Chine a dépassé les États-Unis en termes de PIB global dès l'année 2016. Néanmoins, au terme du PIB par habitant, la Chine est toujours très très loin derrière les États-Unis et globalement, les États-Unis restent devant dans de très nombreux domaines. Mais la Chine va de plus en plus vite et a tendance à les rattraper. Il est vraisemblable d'ailleurs que l'actualité du coronavirus montrera certainement dans quelques mois que la Chine va encore justement renforcer ses positions de concurrent principal dans les mois et les années à venir et peut-être même passer devant les États-Unis. Change de vignette pour noter justement ce qui concerne cette concurrence. Toutefois, la domination économique des États-Unis, qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui très fortement remise en cause par l'explosion économique de la Chine. Les firmes transnationales américaines sont ainsi concurrencées par les grandes entreprises chinoises. Change de vignette pour aller vers la vue d'ensemble du Grand B. Tu peux zoomer pour en noter le titre, Grand B, un modèle culturel dominant. Et nous allons donc nous intéresser à la question de la diffusion et de la domination de la culture américaine au niveau mondial. En changeant de vignette, tu arrives sur un document qui est un tableau d'un artiste s'appelant Andy Singer. Cet artiste a dénommé ce tableau Invading New Markets, c'est-à-dire envahir de nouveaux marchés. En l'occurrence, tu vois que l'invasion de ces nouveaux marchés se fait par des soldats et des moyens militaires, puisque tu as des barges de débarquement et des soldats qui débarquent armés. Néanmoins, tu remarques très rapidement que ces soldats, en fait, ils sont tous à l'effigie en fait, des personnages de Walt Disney, Mickey, Donald, Dingo. Et puis, ils débarquent dans des barges de débarquement, c'est-à-dire des bateaux à fond plat, comme des péniches, qui sont siglés avec des grands groupes américains, comme le thé de Texaco. Et puis, le cuirassier qui est au fond, le bateau qui tire, est en train de tirer des canettes de coca, il arbore un drapeau McDonald's, les soldats sont en train de planter un drapeau avec l'emblème de l'entreprise Microsoft. Bref, envahir de nouveaux marchés, ça veut dire les envahir aussi sur le plan culturel et avec ce qu'on appelle le mode de vie américain. Il faut avoir effectivement en tête que cette domination américaine, elle est culturelle, puisque la domination, elle se fait par le mode de vie. De plus en plus, les fast-food, par exemple, en sont un exemple, mais dans le domaine vestimentaire également, dans le domaine sportif, vous avez une domination du modèle américain, effectivement du modèle de vie américain, et ça passe par la culture. Le cinéma, par exemple, mais aussi les divertissements, avec de plus en plus de séries produites par les grandes compagnies américaines. Donc vous avez une domination qui est aussi culturelle et qui n'est pas négligeable. Changez de vignette pour noter cette trace écrite. La domination américaine est également culturelle. La société de consommation des pays développés se caractérise par la domination de produits d'origine américaine sur de nombreux plans, alimentaires, vestimentaires, mais également dans les loisirs ou les technologies de l'information. En changeant de vignette, vous allez tomber sur une carte des États-Unis avec les États de ce grand pays. Néanmoins, vous pouvez voir que sur ces États, il y a des noms qui apparaissent. Ces noms, vous les reconnaissez peut-être pour certains, ce sont des noms de séries. Eh bien, en fait, les séries américaines, elles sont assez intéressantes pour comprendre effectivement ce qu'est ce pays. Elles sont intéressantes pour deux points. D'abord parce que vous connaissez bon nombre des séries qui apparaissent sur cette carte, et puis en plus parce que ces séries, si vous regardez bien, même si elles sont très concentrées en Californie, à l'ouest, c'est-à-dire à gauche de la carte, et sur l'est des États-Unis, donc c'est-à-dire à droite de la carte, vous avez quand même une grande répartition des séries sur tout le territoire. Vous avez par exemple la Floride qui est très bien représentée, complètement au sud-est, c'est-à-dire en bas à droite, le Texas également, mais également des États plus inattendus comme le Colorado, comme le Kansas, mais aussi par exemple l'Illinois, voire le Tennessee ou même l'Idaho. Vous avez donc des séries qui permettent donc de développer cette culture américaine au niveau mondial, puisqu'elles sont vendues et vues partout dans le monde. Mais vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ces séries, elles permettent au monde entier de connaître donc la culture américaine, mais également les paysages américains. L'avantage de ces séries, c'est aussi ça, c'est qu'elles permettent en fait, sinon de saisir le mode de vie américain, en tout cas de comprendre quels sont les paysages américains, de les voir dans leur réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment unique au monde, et ça confirme encore une fois la domination culturelle des États-Unis. Changez de vignette pour noter la trace écrite. De même, les productions audiovisuelles américaines ou leurs copies locales sont présentes partout dans le monde. Les séries américaines permettent également de connaître les États-Unis, leur culture et même la diversité des paysages du pays.
Changez de vignette pour aller vers la vue d'ensemble du grand C. Vous pouvez zoomer pour en noter le titre. Et nous passons donc à la dernière partie, donc sur la question de la superpuissance américaine, avec un grand C dont vous notez le titre. Grand C, la suprématie militaire et diplomatique du gendarme du monde. Cette suprématie militaire et diplomatique, elle s'illustre par la carte que je vous ai déjà montrée au tout début de ce grand 1, et qui vous permet de voir plusieurs choses. D'abord que la puissance diplomatique et militaire, elle se fait par la présence de bases un peu partout dans le monde. Ces bases, vous les voyez, ce sont ces étoiles blanches dans un cercle bleu que l'on voit apparaître en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, mais également dans l'océan Pacifique. Et puis, des flottes, c'est-à-dire des navires de guerre américains, sont stationnés un peu partout, dans l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, et même en Méditerranée. Cela montre bien que les Américains, grâce donc à leur armée, sont présents partout. Cela affirme la puissance. Et puis, vous le voyez aussi, il y a en bleu sur la carte les pays membres de ce qu'on appelle l'OTAN. L'OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et il s'agit d'une alliance qui a été créée par les Américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour essayer donc de créer autour d'eux une alliance de pays face à la rivalité de l'époque, c'est-à-dire celle de la Russie qu'on appelle l'URSS. Il y a quelque chose qui est très important aussi par ailleurs, vous pouvez le voir en changeant de vignette, c'est que les États-Unis aujourd'hui, ils représentent aussi la plus grande dépense militaire du monde. Ce graphique que vous avez, qui date donc, qui donne des chiffres de 2018, vous montre que les États-Unis représentent à eux seuls 36% des dépenses militaires du monde. La Chine, qui est donc son concurrent sur le plan économique, vous le voyez, est très très loin derrière, puisqu'on estime que la Chine représente 14% des dépenses militaires mondiales, ce qui est déjà absolument considérable. Mais en tout cas, les États-Unis, vous le voyez, sont très très loin devant, puisque derrière la Chine, c'est l'Arabie Saoudite, avec 3,7% des dépenses mondiales d'armement. Les États-Unis, donc, là-dessus, sont très en avance et ils sont, pour l'instant, absolument hors de portée des autres grandes puissances mondiales, même effectivement du géant chinois. Changez de vignette pour noter ceci. La puissance américaine repose sur une puissance militaire mondiale. Les États-Unis possèdent des bases dans le monde entier et des alliés en Europe grâce à l'organisation de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les dépenses militaires sont gigantesques. Les États-Unis jouent un rôle diplomatique qui leur donne la place de gendarmes du monde. Mais, et ça vous allez le voir en changeant de vignette, cette place, elle est contestée. La vignette que vous avez vous montre les événements tragiques qui sont survenus à New York le 11 septembre 2001. Ce jour-là, 2 avions détournés par des terroristes viennent s'écraser dans les Twin Towers, ce qu'on appelle les tours jumelles de Manhattan, symbole de la réussite économique et du pouvoir donc financier des États-Unis. Et les tours vont s'effondrer. Les attentats vont faire 3000 morts. C'est l'attaque la plus sévère subie par les Américains sur leur sol depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette attaque terroriste, elle montre justement que la puissance américaine est contestée par des organisations terroristes, mais également pour d'autres raisons. Vous avez, à la suite de ces attentats, une réaction des États-Unis qui vont se lancer dans des guerres au Moyen-Orient, en Afghanistan d'abord, puis en Irak. Eh bien, ces guerres vont amener un sentiment de rejet dans les pays musulmans. Mais par ailleurs, dans d'autres pays, comme les pays par exemple d'Amérique du Sud, vous avez aussi un fort sentiment anti-américain qui date des années 60, 70 et même 80, époque où les Américains soutenaient des régimes dictatoriaux d'Amérique du Sud pour empêcher l'établissement de régimes politiques communistes dans cette région du monde. Donc vous avez une puissance qui est contestée, parfois par le terrorisme. Changez de vignette pour pouvoir noter la trace écrite. Mais la puissance américaine est contestée. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 en sont une illustration. Par ailleurs, cette puissance est parfois vue comme occupante en Irak ou en Afghanistan et amène des réactions violentes. Nous en terminons avec ce grand 1 et nous allons passer maintenant à un grand 2. Changer de vignette pour en voir la vue d'ensemble, zoomer sur le titre pour le noter. La mondialisation, donc grand 2, la mondialisation renforce certains territoires. Changer de vignette pour noter le titre du grand A. Grand A, la Californie, un territoire innovant intégré à la mondialisation. Vous allez travailler sur une étude de cas, que vous allez pouvoir voir en changeant de vignette, qui concerne effectivement la Californie, État du sud-ouest des États-Unis. Vous allez pouvoir donc prendre connaissance des 3 documents qui vous sont proposés, et quand vous remettrez le son, nous corrigerons les questions auxquelles vous devez répondre. 4 questions vous étaient donc posées sur cette étude de cas. La première est la suivante. Question 1, document 1. Quelles sont les 2 villes mondiales de Californie ? Les 2 villes mondiales de Californie sont Los Angeles d'une part et San Francisco d'autre part.
Deuxième question, documents 1 et 2. Qu'est-ce qui montre que la Californie est un espace ouvert sur le monde? La Californie est un espace ouvert sur le monde car elle reçoit des flux migratoires importants. Ces flux migratoires, ils sont de deux ordres. Il y a des populations qui viennent de l'intérieur des États-Unis, et puis il y a aussi une immigration, qui est une immigration qui vient de l'étranger. Ces flux migratoires, ils viennent d'Amérique centrale, la frontière avec le Mexique est très active de ce point de vue-là. Ils viennent également d'Asie, mais aussi du monde entier. Et le document 2 vous montre que dans ce qu'on appelle la Silicon Valley, sur laquelle nous reviendrons, 36,4% de la population est étrangère. Donc ça montre déjà une ouverture sur le monde. Vous avez aussi le port de Long Beach aux États-Unis qui fait de la côte pacifique une interface maritime très importante, c'est-à-dire une zone qui permet de commercer avec toute la zone pacifique et donc bien évidemment l'Asie. Troisième question, document 1. Quelles activités économiques apparaissent sur la carte? Les activités économiques qui apparaissent sont différentes. Vous avez d'abord, bien évidemment, avec le port qu'on a déjà cité, l'activité commerciale. Mais vous avez aussi une activité qui est agricole, avec les espaces agricoles irrigués qui apparaissent en vert. Vous avez également ce que l'on appelle la Silicon Valley, donc au sud de San Francisco. Il s'agit d'une zone qui concentre un très grand nombre d'entreprises spécialisées dans les hautes technologies. Il s'agit des entreprises donc de l'internet et de l'informatique, mais pas uniquement. On pourrait aussi citer par exemple Tesla dans le domaine de la construction automobile. Bref, un très grand nombre donc d'activités économiques de pointe, mais pas uniquement. Quatrième question, elle portait sur le document numéro 3. Quel est le secteur d'activité de la majorité des entreprises dont les logos apparaissent sur la carte? La majorité de ces entreprises, elles sont dans le domaine d'Internet et de l'informatique. Vous avez IBM, Google, Microsoft, Yahoo, Apple, Netflix, PayPal ou eBay qui apparaissent. Les deux seuls logos finalement qui ne concernent pas directement donc les technologies de l'information, il s'agit donc de Tesla, qui produit donc des voitures électriques, entre autres. Et puis vous avez ce logo que vous ne connaissez pas, qui apparaît donc sur la gauche de l'image, qui est celui de l'université de Stanford, qui se spécialise donc dans la recherche sur les nouvelles technologies. Voilà donc pour cette étude de cas, vous allez pouvoir changer de vignette pour noter la trace écrite. La Californie est située au sud-ouest des États-Unis. Elle est pleinement intégrée à la mondialisation. Il s'agit d'un espace ouvert sur le monde qui accueille une population étrangère importante. Dans la région de la Silicon Valley, cette population étrangère atteint même 36% de la population totale. Change de vignette pour la suite de la trace écrite. L'État se caractérise aussi par des activités économiques de pointe dans les loisirs et les divertissements, mais également dans les hautes technologies. Les GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, Netflix ou Tesla, ont presque tous leurs sièges sociaux dans la Silicon Valley. Ces entreprises ancrent la Californie au cœur de la mondialisation. Vous allez changer de vignette pour vous intéresser à d'autres espaces qui sont intégrés à la mondialisation. Il s'agit des littoraux et des frontières. Vous pouvez zoomer pour noter le titre du grand B. Grand B, littoraux et frontières, façade de la mondialisation. Changez de vignette pour arriver sur une carte que nous allons revoir plusieurs fois dans le cours de ce chapitre. Cette carte vous montre l'organisation du territoire américain. Dans la légende, la troisième partie, qui s'intitule Un espace au cœur de la mondialisation, vous permet de voir que le territoire américain est ancré dans la mondialisation par plusieurs aspects. Il y a d'abord les régions motrices, donc au niveau de l'économie, comme la Californie, que nous avons déjà vu, mais aussi le Texas, la Floride, le Nord-Est, le Nord-Ouest également. Et puis vous avez quelque chose que nous avons déjà vu concernant précisément la Californie, ce sont les façades maritimes. Les façades maritimes américaines sont très actives. Elles permettent de relier le pays à l'Est, à l'Afrique et à l'Europe, à l'Est, à l'Asie-Pacifique, c'est le cas donc du port de Long Beach notamment, et puis à la zone des Caraïbes et à l'Amérique du Sud, par le golfe du Mexique, avec donc les ports que vous trouvez le long des côtes texanes et de Louisiane. Vous allez donc pouvoir noter ceci. Les façades maritimes américaines relient le pays à l'Asie, façade pacifique à l'ouest avec le port de Long Beach, à l'Europe et à l'Afrique, Atlantique à l'ouest, ainsi qu'à la zone Caraïbe. Les façades et leurs ports sont reliés par des lignes ferroviaires transcontinentales, mais aussi des oléoducs et des gazoducs. Ces oléoducs et des gazoducs, donc, ce sont eux qui transportent, vous le savez, le gaz ou le pétrole, et ils sont extrêmement importants, bien évidemment, pour une économie comme celle des États-Unis.
Et puis, en plus des façades maritimes, vous avez d'autres choses qui sont extrêmement actives aux États-Unis et qui permettent précisément d'apporter un dynamisme très fort qui permet d'ancrer encore plus le pays dans la mondialisation. Il s'agit bien évidemment des frontières. La vignette suivante vous montre une photo que vous connaissez. Cette photo, vous l'avez déjà vue dans le chapitre sur les mobilités internationales en géographie, et elle vous montre la frontière mexicano-américaine entre San Diego et Tijuana. On est au sud de la Californie, et vous pouvez voir à gauche donc le territoire des États-Unis, et à droite le territoire mexicain. Vous constatez que la frontière est une frontière sous forme de clôture, avec des murs qui sont érigés pour protéger justement la frontière du côté américain. Vous le savez, depuis longtemps, et notamment depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis ont eu tendance à fermer la frontière avec le Mexique par peur d'une immigration illégale massive venant de l'ensemble du continent sud-américain, mais en particulier d'Amérique centrale. Pourtant, cette frontière, et comme toutes les frontières des États-Unis, par exemple avec le Canada également, pourtant cette frontière est extrêmement active. Pendant longtemps, il y a eu le développement sur la frontière américano-mexicaine de villes jumelles, les villes mexicaines produisant avec une main-d'œuvre à bas coût, alors que les produits étaient après renvoyés donc vers les États-Unis, dans les villes situées de l'autre côté de la frontière. Si ces villes donc jumelles posent problème aujourd'hui, néanmoins les frontières sont extrêmement dynamiques et le dynamisme de la frontière américano-mexicaine ne se dément pas, notamment aussi parce que l'immigration qui vient du Mexique et plus globalement de l'Amérique du Sud fournit une main-d'œuvre très importante dans le sud des États-Unis, notamment pour les métiers de l'agriculture, mais aussi de la construction. C'est ce que vous montre justement la caricature suivante. Sur cette caricature, vous voyez un personnage qui représente Oncle Sam, c'est-à-dire une allégorie des États-Unis, qui apostrophe deux travailleurs en leur disant « Hé, est-ce que vous pensez que vous pourriez accélérer un petit peu? On essaye d'empêcher les étrangers illégaux de rentrer dans le territoire. » Et les deux ouvriers qui sont en train de travailler répondent « Si, Seigneur ». C'est-à-dire, bien évidemment, que vous avez deux personnages qui construisent le mur voulu par les Américains pour empêcher donc les immigrants de rentrer, sauf qu'ils sont eux-mêmes, bien évidemment, des immigrés mexicains. Donc ça illustre tout le paradoxe, justement, de la volonté de fermeture de cette frontière, alors qu'elle est extrêmement active. Et d'ailleurs, les États-Unis ont créé à leur propre initiative, avec leurs voisins du Nord canadiens et leurs voisins du Sud, donc mexicains, une alliance qu'on appelle l'ALENA, pour accord de libre-échange nord-américain, qui permet donc d'échanger librement les marchandises entre les trois pays. Changer de vignette pour pouvoir noter ceci. Les frontières sont dynamiques. Les États-Unis sont à l'initiative de l'ALENA, Association de libre-échange nord-américain, avec le Canada et le Mexique, censés faciliter les échanges. La frontière américano-mexicaine est ainsi très active économiquement, mais aussi de plus en plus fermée pour faire face à une immigration clandestine massive. Vous allez changer de vignette pour arriver sur la vue d'ensemble du grand C, qui porte sur la dernière idée très importante de l'ancrage du territoire américain dans la mondialisation. Cet ancrage dans la mondialisation, il se fait aussi, bien sûr, par le biais des grandes villes, les métropoles. Zoomez sur le titre du grand C que vous notez, s'il vous plaît, les métropoles. Changer de vignette pour revenir vers la carte que nous avons déjà vue. Cette carte, elle vous propose, dans la deuxième partie de sa légende, de vous intéresser justement à la question des villes. Vous constatez que les principales métropoles américaines et les villes globales se trouvent plutôt à l'est du territoire. Cela est logique puisqu'il s'agit en fait de la partie la plus anciennement conquise du territoire américain, avec des villes comme Boston, New York, Washington que vous connaissez. C'est la première idée que vous allez noter. Changez de vignette pour le faire. Les métropoles américaines sont reliées à la mondialisation. Elles se concentrent surtout à l'est, anciennement urbanisé, du territoire américain. À l'est de ce territoire, on trouve aussi quelque chose qui est très particulier aux États-Unis. Changez de vignette pour le constater. Cette carte que vous voyez est une carte qui vous montre ce que l'on appelle la mégalopole américaine. Cette mégalopole américaine, on l'appelle aussi la Boswash, puisqu'elle va de Boston au nord à Washington au sud. Sur plusieurs centaines de kilomètres, environ 600, cette mégalopole avec une densité très forte de population et donc d'activité est une interface extrêmement importante avec le monde, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous trouvez des institutions internationales comme le FMI, l'ONU ou la Banque mondiale qui sont présentes ici.
Ensuite, parce que vous avez à Washington le siège bien évidemment du pouvoir politique et militaire américain, avec la Maison Blanche où travaille donc le président des États-Unis. Les ports très importants que vous avez, comme à Baltimore et à New York, sont aussi très importants pour les flux de personnes, de marchandises, de capitaux, mais également d'informations. En outre, vous trouvez à New York Wall Street, c'est-à-dire la bourse de New York, la première bourse mondiale que nous évoquions tout à l'heure. Donc cette mégalopole, elle est extrêmement importante et elle relie encore plus donc les États-Unis au reste du monde. Vous changez de vignette pour le noter. Ces métropoles de l'Est sont marquées par la mégalopole. Il s'agit d'une zone densément urbanisée et active économiquement qui s'étend de Boston à Washington. Bien reliée au monde et au reste du territoire, elle concentre de nombreux pouvoirs. Changez de vignette pour arriver vers une photographie. Cette photographie vous montre le quartier de Manhattan, à New York. Ce quartier, c'est ce qu'on appelle un CBD pour Central Business District. Celui de Manhattan est probablement le plus connu du monde. Il s'agit là, bien évidemment, des quartiers des affaires de ces grandes métropoles américaines qui se sont construits verticalement avec ces gratte-ciels absolument gigantesques qui illustrent justement la puissance économique et financière des États-Unis. Cela illustre aussi justement que ce sont ces métropoles, par ces quartiers, qui ancrent encore une fois les États-Unis dans la mondialisation. Changez de vignette pour le noter. Les métropoles organisent le territoire américain. Leurs quartiers d'affaires, les CBD pour Central Business District, les imposent dans l'économie du pays et même du monde. Elles sont les espaces privilégiés de la puissance économique et financière. Changez de vignette pour passer au début de la troisième et dernière partie du cours, qui va cette fois nous parler des inégalités qui se renforcent précisément à la faveur de la mondialisation dans le territoire américain. Vous pouvez zoomer pour noter le titre du Grand 3. Grand 3, les inégalités se renforcent. Changez de vignette pour noter le titre du Grand A. Grand A, la Rust Belt ou ceinture de la rouille. Vous allez travailler sur une étude de cas sur cette zone du nord-est des États-Unis qui a connu une crise extrêmement profonde. Vous allez travailler à partir de 3 documents. En changeant de vignette, vous allez tomber sur une carte qui vous propose justement de vous intéresser à cette partie donc, du nord-est des États-Unis. Quand vous changerez, vous arriverez sur 2 documents, 2 textes, et enfin, en changeant à nouveau de vignette, cette question auquel il vous est demandé de répondre. Vous allez donc couper le son, et en le remettant, vous pourrez donc avoir la correction à ces questions. On vous posait donc 7 questions. La première était la suivante, elle portait sur le document numéro 2, même si c'était quelque chose qui vous était demandé d'après vos connaissances. D'après tes connaissances, quelle industrie trouvait-on à Détroit ? Vous savez, après avoir travaillé dans le chapitre sur l'urbanisation du monde sur les Shrinking Cities, et plus particulièrement sur le film 8 Mile, que Détroit était surnommé Motor City parce que c'était la ville de la construction automobile aux États-Unis. Deuxième question, documents 1 et 3, quelles industries trouvait-on à Pittsburgh et dans sa région ? Pittsburgh était connu pour l'industrie métallurgique, c'est-à-dire la production notamment d'acier par la sidérurgie, mais aussi pour la proximité avec les grandes mines de charbon situées dans la région des Appalaches. Troisième question, document 2, quel est l'ancien nom de la Rust Belt ? Cette ceinture de la rouille s'appelait auparavant la Manufacturing Belt, c'est-à-dire la ceinture de la production industrielle. Bien évidemment, si on l'appelle aujourd'hui la Rust Belt, c'est parce qu'on considère que toutes ces usines qui étaient présentes, en fermant, à cause des crises qu'elles ont subies, elles ont rouillé, d'où ce nom. Quatrième question, document 2, sur quels espaces Détroit voit-elle le développement de l'agriculture urbaine ? La ville de Détroit a connu en effet le développement d'un phénomène original qui est l'agriculture urbaine. Et si ce phénomène a été rendu possible, c'est par la présence très nombreuse de friches industrielles, c'est-à-dire de larges espaces laissés vacants par les industries qui ont fermé et qui peuvent donc désormais servir à l'agriculture. Bien évidemment se pose le problème de la pollution de ces endroits et donc il faut donc dépolluer les sols. Néanmoins, vous avez donc une agriculture urbaine qui s'est développée de façon très intensive. Cinquième question, document 2. Quel est l'avantage de cette agriculture urbaine et quel est son principal problème ? L'avantage de cette agriculture urbaine, c'est de proposer aux habitants de Détroit des produits, fruits et légumes frais à proximité. En effet, on sait aujourd'hui que depuis la crise économique donc de 2008 qui a durement frappé la ville, encore plus qu'auparavant, les habitants ont du mal à se procurer des produits frais qui sont par ailleurs, et c'est le problème justement de cette agriculture urbaine, vendus très cher. Question suivante, c'est la question 6, document 3.
Quelles activités permettent, entre guillemets, la résurrection de Pittsburgh? Les activités qui permettent la résurrection de Pittsburgh sont celles liées aux nouvelles technologies et aux sciences du vivant. On a particulièrement développé, par exemple, à Pittsburgh, les recherches dans le domaine donc de l'intelligence artificielle. Septième question, document 3. Qui est attiré dans la ville et quels problèmes cela pose-t-il sur le marché du travail? Les gens qui sont attirés par la ville de Pittsburgh, du fait justement de ces activités nouvelles, eh bien ce sont des jeunes très diplômés, hautement qualifiés, qui viennent donc pour des emplois rémunérateurs. Le problème que cela pose, c'est ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail. C'est-à-dire que la plupart des gens qui habitent à Pittsburgh et qui sont peu qualifiés, peu diplômés, ne peuvent pas trouver d'emploi puisque la plupart des emplois qu'on y trouve aujourd'hui sont des emplois très hautement qualifiés. Cela fait qu'une partie très importante de la population de Pittsburgh reste encore exclue de ce qu'on appelle la résurrection de la ville par donc les nouvelles technologies et les sciences du vivant. Vous allez pouvoir changer de vignette pour noter la trace écrite qui fait office de correction. La Rust Belt, espace de la rouille, est le nouveau nom donné à la Manufacturing Belt, espace de la production industrielle, suite aux crises qui ont frappé cet espace anciennement industrialisé avec la concurrence asiatique depuis les années 1970. Les industries automobiles de Détroit ou métallurgiques de Pittsburgh se sont effondrées, provoquant l'exode d'une partie de la population et l'explosion du chômage et de la pauvreté. Change de vignette pour noter la deuxième partie, la trace écrite. Ces territoires du nord-est des États-Unis connaissent une reconversion, mais celle-ci est très inégale. Tous les espaces ne sont pas concernés de la même façon, et les populations nombreuses sont encore exclues du marché de l'emploi pour des activités hautement qualifiées. Tu peux changer de vignette pour arriver à la vue d'ensemble du grand B, qui va te permettre donc de te pencher sur la question des inégalités territoriales. Zoom sur le titre, grand B, les inégalités territoriales. Nous revenons donc sur la carte que nous avons vue plusieurs fois, qui nous permet d'apprécier donc l'organisation d'ensemble du territoire américain. Et il va déjà y avoir un premier type d'inégalités auxquelles il faut s'intéresser. Ce sont les inégalités entre les espaces urbanisés et les espaces effectivement plus ruraux. Tu te rends compte que sur la carte, les nouvelles régions motrices, ce sont les régions dans lesquelles on trouve les plus grandes villes, c'est-à-dire les régions dans lesquelles on trouve les villes notamment globales, mais également donc les principales métropoles. Par rapport à ça, tu as un centre qui lui apparaît relativement vide. Donc ça, c'est la première inégalité qu'il faut pouvoir noter, et tu vas donc changer de vignette pour le faire. Les inégalités territoriales face à la mondialisation sont importantes aux États-Unis. Si les différences sont importantes entre les espaces urbains et les espaces ruraux, les inégalités sont aussi fortes entre les régions. Nous revenons sur la carte en changeant de vignette et on va s'intéresser aussi à la question donc des inégalités justement entre les régions, notamment les régions urbanisées. On s'aperçoit que sur la carte, les zones qui sont a priori les plus actives sont celles qui apparaissent en rose, c'est la région du nord-est, et celles qui apparaissent en jaune orangé. La région du nord-est, finalement, elle est un peu partagée entre cette mégalopolis donc très ouverte sur le monde et de l'autre côté, donc la Rust Belt qui elle apparaît beaucoup plus en marge avec une reconversion qui exclut de fait des pans entiers de certaines villes et de très nombreuses populations, on vient de le voir. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle également la Sun Belt. La Sun Belt, c'est donc tout ce qui apparaît donc en jaune orangé sur la carte. Il s'agit des régions donc de l'ouest et du sud des États-Unis, mais aussi d'une partie donc de la côte atlantique, qui ont connu des arrivées massives de populations, des migrations internes, liées notamment aux délocalisations que connaissait l'économie américaine. C'est-à-dire que la puissance économique américaine s'est déplacée dans les années 80 et 90 vers l'ouest et vers le sud des États-Unis. La Californie, par exemple, a connu donc une explosion, notamment à cette époque-là. Même chose aussi pour la Floride. Il y a donc des inégalités internes donc aux États-Unis entre les grandes régions industrialisées et les régions donc urbanisées. C'est ce que tu vas pouvoir noter avec la vignette suivante. Ainsi, la transformation des activités économiques a provoqué des délocalisations internes d'entreprises et des mouvements de population. Le nord-est et le sud anciens ont connu une déprise au profit des régions de l'ouest et du sud, Californie, Texas, dites de la Sun Belt. Change de vignette pour revenir à nouveau, et c'est la dernière fois, sur la carte donc, de l'organisation du territoire américain. Et sur cette carte, nous allons nous intéresser donc aux régions centrales.
il y a deux grandes régions qui apparaissent sur la carte. Elles représentent finalement quasiment les 2 tiers du territoire américain. Il s'agit donc de la région dite de l'Ouest et des Grandes Plaines. La région de l'Ouest, au centre de laquelle on trouve la ville de Salt Lake City, est une région marquée par la présence de déserts, mais aussi de montagnes, avec les montagnes rocheuses qui forment finalement presque une frontière entre la région de l'Ouest et la Californie. De la même façon, vous avez un peu plus au centre la région des Grandes Plaines. Cette région des Grandes Plaines, elle est marquée notamment par l'omniprésence et la puissance de l'activité agricole. C'est le principal cœur agricole des États-Unis et c'est une activité extrêmement importante pour le pays, puisque les États-Unis sont la première puissance exportatrice de produits agricoles au monde. De la même façon, à Chicago, qui se trouve en bordure donc de cette région des Grandes Plaines, vous avez la plus grande bourse mondiale aux céréales, et notamment la bourse mondiale du blé, c'est cette bourse de Chicago qui fixe le cours mondial du blé. Donc une activité agricole très très importante qui, elle aussi, finalement, même si on n'est pas dans une zone urbaine, permet d'ancrer le territoire américain dans la mondialisation. Et donc ces grandes plaines agricoles, ce sont des plaines qui sont marquées notamment par la mécanisation et puis par la présence donc de fermes absolument gigantesques puisqu'il faut produire beaucoup pour pouvoir donc exporter. Vous allez pouvoir le noter dans la vignette suivante. Par ailleurs, le centre du pays est encore marqué par la domination de l'activité agricole. Elle intègre aussi ces territoires dans la mondialisation. En effet, elle fait du pays le premier exportateur agricole du monde. Dans ces régions du Middle West, on parle de l'agri ou food power. Changer de vignette pour arriver vers la toute dernière partie du cours qui concerne d'autres inégalités qui naissent de la mondialisation, ce sont les inégalités sociales. Ces inégalités sociales, vous pouvez noter donc le titre, c'est le grand C, les inégalités sociales, elles sont de plusieurs ordres aux États-Unis. Vous allez pouvoir travailler dessus à partir de ce texte qui a été écrit par un journaliste français qui est correspondant aux États-Unis et qui suit depuis l'année 2019 eh bien, les débuts de la campagne présidentielle qui va avoir lieu aux États-Unis, donc en 2020, donc pour une nouvelle élection présidentielle. Dans ce texte, il vous décrit justement eh bien, l'accroissement des inégalités sociales ces dernières années aux États-Unis. Vous allez lire le texte, vous avez 4 questions, vous pouvez mettre le son en pause et quand vous le remettrez, vous aurez donc une correction. La première question qu'on vous posait était donc la suivante. Qui profite de la réussite économique des États-Unis? Eh bien, le texte est très clair. Ceux qui profitent de la réussite économique des États-Unis, ce sont les plus riches. Le journaliste vous explique que les inégalités se creusent, mais cela ne signifie pas que les pauvres sont de plus en plus pauvres, c'est surtout que ce sont les plus riches qui, eux, sont eh bien, de plus en plus riches. Deuxième question, pourquoi les conséquences de ces inégalités sont-elles particulièrement graves? Citez un exemple de conséquences de ces inégalités. Les conséquences de ces inégalités sont particulièrement graves parce que, comme vous le dit le journaliste, à la différence par exemple des pays européens, il n'y a pas aux États-Unis de système social efficace qui permette de compenser ou de réduire ces inégalités. Pour faire simple, il y a beaucoup moins d'aides que dans les pays européens, en cas d'accident de la vie, en cas de chômage aussi, l'assurance maladie n'existe pratiquement pas, et donc quand on est pauvre aux États-Unis, très souvent on l'est encore plus par justement l'absence d'un système permettant donc d'aider les plus pauvres. Et la conséquence la plus claire et la plus terrible, eh bien, c'est que l'espérance de vie aux États-Unis, elle a baissé ces dernières années. On vit moins longtemps donc aux États-Unis que dans les années 1990 ou au début des années 2000. Troisième question, pour qui la question des inégalités sociales est-elle très importante? Cette question des inégalités sociales est très importante pour les candidats à l'élection présidentielle qui donc essayent pour le Parti démocrate d'obtenir ce qu'on appelle l'investiture. Vous avez effectivement donc les candidats Elizabeth Warren ou Bernie Sanders qui font de cette question des inégalités sociales un thème central de leur campagne pour pouvoir représenter le Parti démocrate à l'élection présidentielle. Mais il ne faut pas imaginer, justement, c'est aussi ce que vous dit l'auteur du texte, que cette question des inégalités sociales concerne uniquement les pauvres. En effet, et c'est la 4e question, d'après l'auteur du texte, qu'avait réussi Donald Trump lors de son élection en 2016? Eh bien justement, Donald Trump, une des choses qui lui ont permis d'être élu, c'est de parler à ceux qui sont entre les très pauvres et les très riches, c'est-à-dire ce qu'on appelle les classes moyennes. Ces classes moyennes, elles aussi, elles se sentent exclues de la croissance américaine et de ses profits, et donc Donald Trump a tenu un discours qui avait séduit ces classes moyennes qui ont massivement voté pour lui, notamment eh bien, pour celles qui restaient dans les États, par exemple, de la Rust Belt, qui de façon surprenante pour la politique américaine avait voté pour Donald Trump.
Vous pouvez changer de vignette pour noter une trace écrite corrective qui est la suivante. Les inégalités sont également sociales. Elles ont continué à progresser et les écarts se creusent encore davantage depuis la crise économique de 2008. Si les pauvres ne sont pas forcément plus pauvres, les riches sont eux de plus en plus riches. Les classes moyennes se sentent exclues des fruits de la croissance économique, ce qui explique en partie le succès de Donald Trump en 2016. Pour terminer, on va aussi s'intéresser sur la question des inégalités sociales, à la question des inégalités face à la santé. Vous venez de le voir, une des conséquences justement de l'accroissement des inégalités sociales, c'est que l'espérance de vie a tendance à reculer aux États-Unis. Cela signifie concrètement qu'on vit moins longtemps maintenant aux États-Unis qu'au début des années 2000. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'accès à la santé a été rendu de plus en plus compliqué, cela coûte de plus en plus cher. Pour un Américain qui tombe malade, s'il n'a pas une assurance qu'il paye cher lui-même avec son salaire, l'accès à la santé devient de plus en plus difficile, de plus en plus cher. Et aux États-Unis, après la crise de 2008, s'est développé en plus un phénomène qu'on appelle la crise des opiacés ou des opioïdes. Les opiacés ou les opioïdes sont des produits, essentiellement des antidouleurs ou des anxiolytiques, c'est-à-dire des médicaments que l'on prend notamment lorsqu'on est un peu déprimé. Eh bien, ces médicaments sont pris de plus en plus massivement par la population américaine et en particulier par les pauvres. L'infographie qui suit, c'est la vignette suivante, vous montre justement quelques chiffres qui ont été collectés par l'agence France Presse pour l'année 2018. Il y a une première chose qui est assez impressionnante, c'est que vous avez près de 70 000 personnes qui sont mortes par overdose en 2018, selon des estimations qui, à l'époque, étaient encore provisoires. On n'a pas non plus aujourd'hui de chiffres très clairs. Mais ça représente un nombre de morts tout à fait considérable en une année, à cause de surdoses liées aux produits d'origine opiacée. Ces produits d'origine opiacée, vous le voyez dans le bas de l'infographie, les Américains les obtiennent soit légalement, par donc des ordonnances délivrées par des médecins pour des produits pharmaceutiques, soit illégalement, avec des vols de prescription, mais aussi avec des produits qui sont détournés, puis bien évidemment avec donc des vols. L'avantage de ces produits du point de vue des Américains, c'est d'engourdir la douleur et de provoquer l'euphorie, donc ça agit sur le cerveau pour libérer ce qu'on appelle de la dopamine. Et parmi les opiacés synthétiques, on en trouve 3 qui sont très consommés aux États-Unis, la morphine, l'héroïne et le fentanyl. Vous avez donc là, avec donc ces produits qui sont des produits que l'on qualifierait tout simplement en fait de drogue, eh bien un autre exemple d'une crise sanitaire, c'est-à-dire d'une crise liée à la santé, provoquée par les inégalités sociales, puisque ce sont les plus pauvres qui prennent ces produits, moyen peut-être aussi de s'échapper de conditions donc de vie qui sont extrêmement précaires. Vous allez pouvoir changer de vignette pour noter justement la dernière trace écrite avant d'arriver à une conclusion. Les inégalités se manifestent aussi par des problèmes sanitaires importants. L'espérance de vie recule depuis le début des années 2000 et, dans les années 2010, se développe la crise dite des opioïdes ou opiacés. Il s'agit de la consommation de plus en plus importante de produits antidouleurs ou anxiolytiques. Cette surconsommation a tué près de 70 000 Américains en 2018. Passez à la dernière vignette pour noter une trace écrite qui fait office de conclusion du cours. Les États-Unis restent la première puissance mondiale, mais celle-ci est contestée. Le pays est intégré à la mondialisation, mais de façon inégale. À côté de la Californie ou de la mégalopole américaine, qui sont des espaces en pointe au niveau mondial, les territoires de la Rust Belt sont encore en marge et les inégalités y sont fortes. L'accroissement des inégalités est une des caractéristiques majeures de l'impact de la mondialisation sur le territoire américain. Voilà pour ce chapitre 4 de géographie.